De votre fidélité, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Ce dimanche, nous recevons sur ce plateau M. Babacar Justin Ndiaye. Il est journaliste, analyste et politologue. Bonjour et bienvenue, M. Ndiaye. Bonjour, madame. Alors, Babacar Justin Ndiaye, il est bien connu du grand public sénégalais. N'empêche, on va vous présenter en tant que journaliste politologue, auteur de la chronique du lundi intitulée Le laser sur Dakar Actu, spécialiste des questions militaires, également spécialiste de la géopolitique africaine. A-t-on dit l'essentiel? Oui. Et nous démarrons. Ça y est, le chef de l'État, le président Macky Sall, concrétise son appel au dialogue en fixant la date du 28 mai prochain. À ce titre, quelle analyse faites-vous de cette précision de taille, en l'occurrence des consultations inclusives sur des questions exclusivement d'intérêt national? Le dialogue ne me paraît pas probant. Pourquoi? Et par conséquent, je serais étonné qu'il soit fécond, fructueux. Pourquoi? Le format. Il vous dérange? Non. Le format est plus proche du forum que du dialogue. Et puis, après le format, vous avez la quantité de sujets à débattre. Oui. Et vous avez aussi le large spectre des participants. Oui. Ça va de la classe politique jusqu'à la classe syndicale, en passant par la société civile, avec beaucoup de précisions qui portent sur quelques corps de métier. Alors, je crois qu'on aura plus affaire à, je ne veux pas être méchant, plus affaire à un carnaval qu'à un dialogue. Oui. Plus affaire à un cirque qu'à un dialogue. C'est un jeu que vous décryptez dorénavant? Avant même d'aller plus loin, il faut s'entendre sur les mots. Confucius disait, entendons-nous sur les mots pour éviter la guerre. Oui. Bon, il n'y aura pas de guerre au Sénégal, bien entendu. Mais il faut s'entendre aussi sur les mots. Vous savez, les hommes politiques sont des maniaques sur le plan sémantique. Ils violent les mots. En vrac, on nous dit dialogue, on nous dit concertation, on nous dit l'appel du président, on nous dit retrouvailles. Alors finalement, c'est tellement touffu qu'on a du mal à y voir clair. Oui, c'est très touffu. C'est très touffu. Et les mots ne disent pas tout à fait la même chose. Alors, si on use et abuse des mots, alors automatiquement, on déroute, on désoriente les analystes, on désoriente les observateurs et par conséquent, on déboussole les citoyens. De la sorte, est-ce que l'opposition pourra y participer? Ce que je sais, c'est que d'abord, le dialogue doit être un culte, c'est-à-dire une passion profonde, chevillée au corps. Vous savez, dans ce pays, nous avons un homme qui a incarné historiquement le dialogue. Il s'appelle Léopold Sédar Senghor. Il a été le chantre du dialogue. Alors, en politique, le dialogue, c'est quoi? Le dialogue, bien sûr, ce n'est pas la conférence nationale souveraine. Le dialogue, ce n'est pas un conclave du type assise nationale. Le dialogue ne doit même pas être une méga concertation. Pour moi, le dialogue, c'est un contact permanent entre les forces politiques en présence sur l'échiquier. Contact permanent. En démocratie, le dialogue est un contact permanent. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de dialogue, on a le sentiment que c'est quelque chose d'extraordinaire. Or, en démocratie, le dialogue relève de la routine. Parce qu'il s'est fait désirer depuis 4 ans. On n'a pas eu de dialogue. En fait, un retard a été accusé. Et le président de la République a raté le coche, pour ne pas dire les coches, plusieurs coches. Vous savez, en démocratie, le contact doit être permanent. Pourquoi? Parce que lorsque le contact est permanent, la décrispation est au rendez-vous. La détente, un autre mot, est au rendez-vous. Alors, la lubrification des rapports entre les forces politiques est au rendez-vous. Et c'est ça qui donne à la démocratie son visage avenant, particulièrement joli, particulièrement beau, un visage civilisé. Ce n'est pas le cas présentement au Sénégal. On n'a pas une crise parce que les institutions fonctionnent normalement. Par contre, on a une tension. Or, la vocation du dialogue, si on retient le mot, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ce mot, mais si on retient le mot dialogue, pour moi, le but ultime du dialogue, c'est quoi? C'est la décrispation. C'est-à-dire le dialogue permet de désamorcer la bombe de la tension. Mais il n'y a pas de crise dans la mesure où le fonctionnement des institutions reste régulier. Il n'y a pas de blocage. Par conséquent, encore une fois, le président, depuis 4 ans, il avait toute la latitude, il avait toute l'opportunité, il avait tout le loisir d'engager un dialogue permanent avec son opposition et avec toutes les forces vives de la nation, pour employer une expression courante. Oui. Dans la lignée, en quoi convier à des échanges la classe politique, les membres de la société civile, le secteur privé, les travailleurs, les autorités religieuses et coutumières peut prospérer? Justement, le dialogue semble avoir 1000 objets
dans un sens, mais aussi dans un autre sens, le dialogue est sans objet. Parce que quand il y a une quantité aussi considérable de thèmes, quand vous avez un wagon de thèmes, alors vous ne pouvez pas être efficace. Et on ne peut pas imaginer aussi un dialogue sans thème. Donc, on est presque au royaume de l'absurde. Je ne veux pas être méchant. C'est un peu kafkaïen. Mais revenons un tout petit peu en arrière. Le président avait eu plusieurs occasions d'entrer en contact avec son opposition. Avant la MINUSMA, il y a eu la MISEMA, la mission de la CEDEAO au Nord-Mali. L'armée sénégalaise a été engagée. L'occasion était belle pour le président de la République d'entrer en contact avec l'opposition et avec tous les partenaires du jeu politique pour leur annoncer l'envoi des troupes, pour leur parler de sa politique à l'endroit du Mali. Ça ne veut pas dire qu'il demanderait la permission, ça ne veut pas dire que ses prérogatives seraient remises en cause. Non, ses prérogatives sont constitutionnalisées. Il a été élu à hauteur de 65% des voix, donc il doit être sans complexe vis-à-vis de cette opposition et vis-à-vis de tous ses interlocuteurs politiques. Alors, il y a eu les APE qui ont été signés dans les conditions que l'on sait. Il n'y a pas eu de contact avec les autres forces politiques. Mais contact, ça ne veut pas dire demander la permission. Moi, j'ai le sentiment qu'eux, ils sont frileux. Une frilosité qui frise même la schizophrénie. Qu'est-ce qui leur fait peur? Non, ce n'est même pas un problème de peur. Je crois que ça doit être plus profond que ça. Je ne veux pas psychanalyser les hommes politiques, mais il y a des... Bon, le mot est un peu sévère, mais peut-être il n'est pas fou. Vous êtes élu président de la République. Personne ne peut remettre en cause vos prérogatives. Il y a eu un succès électoral en 2012 en votre faveur. Mais vous prenez vos responsabilités en contact avec les opposants, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont contester vos décisions, mais ils vont échanger avec vous. Apporter peut-être un plus, une plus-value à votre décision, tout en la laissant intacte parce qu'ils ne peuvent pas remettre en cause votre décision. Il y a eu ce projet d'envoi de troupes au Yémen ou en Arabie Saoudite, ça balance. Yémen, Arabie Saoudite, je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas de figure, puisque c'est une décision d'envergure, aux conséquences toujours incommensurables et imprévisibles, alors il eût été indiqué de discuter avec l'opposition. Discuter, pas discuter au sens du marchandage, non. Les décisions du président de la République, on ne les marchande pas. Oui. Mais discuter, c'est-à-dire entrer en contact. Encore une fois, pour revenir au mot, et tel que Senghor l'avait compris, et tel que Senghor l'avait fait prospérer, parce que c'est Senghor qui a donné cette carrière florissante au mot dialogue, je crois que le dialogue, c'est le contact permanent. Mais aujourd'hui, on donne un relief extraordinaire à ce dialogue, au point qu'on se demande s'il s'agit d'un dialogue ou d'autre chose. Parce que pour moi aussi, le dialogue ne doit pas être un marchandage. Or, le dialogue tel qu'il est discuté, tel qu'il est débattu, en tout cas tel qu'on en parle, les échos qui nous arrivent dans les oreilles, suggèrent quelque chose comme... Il y a des préalables qui sont fixés de part et d'autre. Voilà, donc le dialogue est encadré. Mais là, on est dans un autre cas de figure. Vous savez, à l'entame du référendum, dans une interview accordée à un de nos confrères de la presse écrite, j'avais dit, si le président de la République triomphe, il sera le maître du jeu, J-E-U, et du jeu, la première personne du singulier. Effectivement, une sorte de Jules César. Oui. Il a gagné son référendum dans les conditions que l'on sait. C'est déjà derrière nous. Oui. Mais ce que j'avais dit se précise, parce qu'aujourd'hui, vous voyez les conditions qu'on pose. Peut-on parler d'une victoire éclatante dans le camp du référendum? Oui, mais madame, le référendum est un peu derrière nous. De toutes les façons, le référendum a été un succès. Je l'ai évoqué sur RFI, d'ailleurs, avant de l'évoquer avec vous tout de suite. Le référendum, pour me résumer, il a été un succès. Mais il n'a pas été un triomphe. Alors, donc, laissons le référendum derrière nous. Oui. Mais ce dont je suis sûr, c'est que aujourd'hui, il est le maître du jeu. Il est le maître du jeu, la première personne du singulier. Et si vous écoutez les porte-paroles du camp présidentiel à propos justement de ce dialogue, vous voyez que les mesures d'encadrement foisonnent. Oui. Abdoumbaou nous dit il ne faudra pas longtemps parler. L'autre nous dit on ne discutera pas de ceci et de cela. De l'affaire Karim Wade. Donc les préalables sont là pour encadrer. Mais enfin, je crois qu'on s'est trompé de route. Ça, c'est mon intime conviction. On a une jurisprudence en matière de contact entre les forces politiques ici. En février 88, il y a eu l'état d'urgence proclamé par Abdou Diouf. L'état d'urgence. Et Dieu merci, depuis que Macky Sall est là, il n'y a pas eu d'état d'urgence. On s'en félicite. Ce qui veut dire que notre démocratie est dans une certaine mesure en bonne santé. Des élections, un référendum, tout est passé par là sans état d'urgence. Or, en 88, on était en face d'un état d'urgence qui a été proclamé et qui a été mis en œuvre. La tension était à son paroxysme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un dialogue.
mais dans un format particulièrement approprié qui aujourd'hui peut nous servir de jurisprudence. Parce qu'à l'époque, Abdou Diouf avait mis en mouvement des ressources humaines de qualité, d'envergure et de valeur. Et ces ressources-là, de façon souterraine, ont réglé les préalables. Oui. Abdou Diouf et Abdoulaye Wade s'étaient rencontrés à Popenguine. Qui était le maître d'œuvre d'un certain nombre de rencontres secrètes entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade? C'était Famara Ibrahima Sagna. Oui. Est-ce qu'on dispose présentement de ces ressources humaines? Mais ces ressources sont là, mais j'ai le sentiment que le camp présidentiel n'en veut pas pour des raisons encore qui relèvent de la frilosité. Ils ont le sentiment que dialoguer, c'est faire montre de faiblesse. Dialoguer, c'est faire des concessions. Dialoguer, c'est abdiquer. Dialoguer, c'est capituler. Alors qu'il ne s'agit pas de guerre, il s'agit de vie démocratique. À quelques mois des législatives, à qui profitent ces consultations? Voilà, justement. Mais avant de parler même du résultat des concertations, oui. Encore faut-il discuter et analyser leur pertinence. Oui. Vu le format que j'ai signalé, vu le large spectre des participants et vu également la tonne de thèmes à débattre. Oui. Alors donc moi, pour me résumer, ce dialogue me laisse dubitatif. Parce que pour moi, la route empruntée n'est pas bonne, le format n'est pas des plus pertinents, les arrière-pensées sont au rendez-vous. Bon, on me dira qu'en politique, il y a toujours des arrière-pensées, mais cette fois-ci, c'est encore net, c'est très visible. On donne un relief considérable, presque la taille du Kilimandjaro, à un événement qui, en démocratie, doit être le plus ordinaire possible. Oui. L'Assemblée nationale, où il y a les représentants du peuple, n'est-ce pas l'endroit même le plus approprié pour dialoguer? C'est pourquoi, encore une fois, je récuse le mot, parce que le mot ne me paraît pas approprié. L'Assemblée nationale, on y travaille. Dans le gouvernement, on travaille. Au Conseil économique et social, l'environnement et une autre assemblée, on y travaille. L'administration tourne, ce qui veut dire que le pays n'est pas en crise. On ne sort pas d'une guerre, on ne sort pas d'un conflit de quelque nature que ce soit. Mais entre pouvoir et opposition, le courant ne passe pas. Justement, on n'a pas besoin de refondation de l'État. Parce que dans les pays où il y a eu des conférences nationales souveraines, il y a eu des coups d'État. L'État était en ruine, il fallait refonder l'État. Coup d'État au Niger avec Séni Kountché. Coup d'État au Congo-Brazzaville depuis longtemps, depuis Alphonse Massamba Déba, depuis les Ngouabi, il y a eu des successions de coups d'État. Chez Mobutu, il y a eu conférence nationale, parce que Mobutu lui-même était l'auteur d'un coup d'État, et il a été balayé par les armes. Ainsi de suite. Au Togo, conférence nationale souveraine, parce qu'il y a eu le premier coup d'État opéré en Afrique en 63, janvier, par Adema. Même le Bénin, qu'on nous présente comme un quartier latin, comme une vitrine démocratique, le Bénin a eu sa cascade de coups d'État. C'est pourquoi ces pays-là ont abrité des conférences nationales souveraines. Nous, on n'a ni besoin de conférences nationales souveraines, ni de méga-dialogue, ni de concertation qui ressemble à un carnaval ou à un cirque. On a eu les assises nationales. Mais les assises nationales étaient marginales aussi, dans ce sens que l'État qui était en place ne se sentait pas concerné. Oui. Alors donc, on les a baptisées nationales, abusivement nationales, mais allez-y savoir si elles étaient réellement nationales. Oui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le cahier des charges de ces assises-là n'a pas été appliqué à outrance, ni en totalité. L'élément le plus révélateur à cet égard, c'est le choix du président de la République, qui maintient toujours sa double casquette de président de la République et de secrétaire général du parti. Et pourtant, d'après ce que dit Mamadou Lamine Loum, il a signé bel et bien le document des assises. Mais enfin, encore une fois, moi je voudrais que l'image de notre pays soit des plus avenantes. Alors c'est pourquoi certaines initiatives doivent être mieux calibrées, mieux recadrées. Parce que ce que nous avons, c'est très précieux, la démocratie. Donc il ne faut pas prendre des initiatives intempestives, mal peaufinées, mal préparées, mal cadrées, parce que tout simplement, on a des problèmes politiques à la petite semaine à résoudre. On a des problèmes politiques à la petite semaine à résoudre. Moi, je crois que qu'il s'agisse de la crispation, qu'il s'agisse de ce dialogue au contour vague, imprécis et nébuleux, nous devons faire en sorte que notre démocratie reste impeccable. Et la soif de deuxième mandat ne doit pas conduire aussi à la fracture sociale et à des situations qui déchiquettent le tissu social. Oui, donc on est en train d'assouvir une soif de deuxième mandat. Ça transparaît dans tout ce que l'on fait depuis un certain temps. Depuis combien de temps? Depuis longtemps. Votre avis? Ça transparaît depuis longtemps. 2012 ou bien? Mais vous savez, ce que l'on constate, c'est que dès qu'on s'installe, on a envie de traîner un second mandat.
Mais ça, le président de la République, Macky Sall, n'a pas le monopole de ce comportement et de cette attitude. Oui. Le président Abdoulaye Wade, non seulement il a entraîné un deuxième mandat, mais il a cherché à trouver un troisième dans un vacarme et dans un tollé général. C'est donc dire que ce sont les mœurs du pays. Et fait, justement, si on doit dialoguer, on doit s'attaquer aux mœurs politiques. Aux mœurs politiques. Avec vous, Babacar Justin Ndiaye, nous allons examiner 2 cas observés sur la scène politique. Le premier concerne l'ex-premier ministre Abdoul Mbaye qui vient poser son acte. Pourra-t-il secouer le cocotier? D'abord, moi, ce qui me frappe, c'est le tombereau, c'est-à-dire ce wagon d'invectives, d'injures, d'attaques en dessous de la ceinture à l'endroit d'Abdoul Mbaye. Qu'est-ce qui lui vaut ça? C'est de la schizophrénie à l'état brut. Ce régime, non seulement il est allergique à la critique, mais dans certains domaines, lorsque l'actualité le dérange, il fait montre d'une schizophrénie inqualifiable. Tenez, oui. Le président de la République à Kaffrine, il a théorisé la transhumance. Et après, il a pratiqué la transhumance. Il débauche des figures de l'opposition pour massifier son parti. L'opinion ne dit rien, parce qu'on est en politique. Mais lorsqu'il y a une dissidence dans le camp présidentiel, alors automatiquement la colère est noire. Alors on sort l'artillerie lourde, on tire à boulet rouge sur le dissident. Pour le cas d'Abdoul Mbaye, il a fouiné dans sa vie privée. Abdoul Mbaye faisait partie de la majorité, c'est-à-dire du camp présidentiel, parce qu'il a été Premier ministre. Et un Premier ministre, il est forcément responsable de quelque chose. Oui. En tant que Premier ministre, il était presque de facto. Vous savez, les Premiers ministres, ils sont de facto les chefs actifs de la majorité. Oui. D'accord, le président de la République, c'est le président de la République, mais quand on est Premier ministre, activement, on est le chef de la majorité présidentielle. Donc, il faisait partie du camp présidentiel. Ce qu'il a fait, c'est la dissidence. Est-ce que la dissidence est plus vilaine que la transhumance? Mais il a le droit d'aller chercher un destin politique sur l'échiquier politique. Quoi de plus normal en démocratie? Bon, on me dira qu'il a prononcé un réquisitoire sévère vis-à-vis du régime de Macky Sall. En disant qu'il ne reconnaît plus son ami Macky Sall. Oui, mais là aussi, il faut dire, madame, que lorsqu'on inaugure une carrière d'opposant, on ne commence pas par chanter les louanges du régime. On ne serait plus un opposant. Est-ce que la vocation d'un opposant est de chanter les louanges du régime? Il a fait une entrée en matière. Mais le régime, il a ses partisans, ils n'ont qu'à chanter les louanges du régime. Mais quand on se lance dans la politique, on porte le manteau de l'opposant, on se découvre une vocation d'opposant, mais on n'est plus là pour chanter les louanges du régime. Donc pour moi, tout ceci, du point de vue démocratique, c'est ordinaire. Mais malheureusement, de l'autre côté, les adversaires d'Abdoul Mbaye en font une affaire extraordinaire au point de balancer un wagon d'injures à son endroit. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a fouillé jusque dans les tréfonds. Oui. Je dis bien les tréfonds de sa vie privée. Oui. Au point de faire remonter en surface des déboires conjugaux qui datent de très longtemps. Et pourtant, ces déboires conjugaux étaient connus par celui qui en avait fait un Premier ministre. On a même sorti les PV d'un divorce. Oui, c'est ça. Bon, Macky Sall, il a été ministre de l'Intérieur, oui. Premier ministre. Donc, assez bien informé. Alors, ce qui veut dire que, nonobstant tout cela, il en a fait un Premier ministre. Alors, en fait, le phénomène Abdoul Mbaye, c'est le fruit d'une certaine improvisation au lendemain de la victoire de 2012. Je ne dis pas que le président Macky Sall a créé Abdoul Mbaye, non. Abdoul Mbaye a fait ses études à l'étranger, au Sénégal et à l'étranger. Oui, mais en vérité, à ce niveau de responsabilité, au sommet de l'État, on doit travailler avec des gens que l'on connaît tant soit peu. Oui, c'est ça la règle. On travaille avec des gens que l'on connaît tant soit peu. Ces deux-là n'appartiennent pas à la même planète. Mimi Touré a raison. Une fois n'est pas coutume, je lui donne raison. Quand elle dit qu'ils n'ont pas gardé les vaches ensemble, c'est vrai. Dans le directoire de Macky Sall, il y avait des femmes et des hommes de valeur. Marie-Cole Meng, comment elle s'appelle? Seck, ministre de la Santé, qui a été ministre dans les gouvernements d'Abdoulaye Wade aux côtés de Macky Sall. Voilà deux personnes qui se connaissent très bien. Mais il est allé nous sortir Abdoul Mbaye, qui n'appartenait pas à sa planète, à son monde. Il le découvre. Et bonjour les problèmes. Parce que les gens, quand ils ne se connaissent pas, ça pose problème à ce niveau de responsabilité. Il y a des frottements préliminaires pour travailler ensemble. Mais il n'y a jamais eu ces frottements préliminaires. Qu'est-ce qui aurait motivé sa nomination? Le pays est petit. Nous connaissons, madame. On sait qui habitait où et qui habitait ailleurs. Ces hommes ne se connaissaient pas. Ces deux hommes ne se connaissaient pas. Donc, s'il y a des regrets à faire, s'il y a des remords à éprouver, si quelqu'un doit se mordre les doigts, c'est du côté du camp de la paire qu'on doit chercher celui-là. Mais les montagnes ne se rencontrent jamais. Sauf en cas de Big Bang, peut-être. Oui.
Oui. Du point de vue politique, est-ce que Abdoul Mbaye peut représenter une menace pour le camp présidentiel? Encore une fois, je suis d'accord avec quelqu'un qui est toujours en désaccord avec moi. Il s'agit d'Ibrahima Sène, mon ami Ibrahima Sène du PIT. On est tout le temps en désaccord, mais cette fois-ci, je lui donne raison. Oui. Effectivement, il dit dans un papier que Abdoul Mbaye, il faut le prendre au sérieux. Bon, moi, je ne peux pas le dire en termes catégoriques, mais ce que je retiens, c'est que si je convoque l'histoire, Oui. madame, Oui. je vous dirais que les anciens premiers ministres ont toujours lorgné vers le fauteuil de leur patron. Et l'histoire a démontré que dans bien des cas, ils réussissent à s'y asseoir. Bon, prenons ici le président Macky Sall. Oui. Après une rupture avec Abdoulaye Wade, il a succédé à Abdoulaye Wade. C'est le seul cas. Hum? C'est le seul cas Non. au Sénégal. Donc, en termes de succession. Oui. Mais en termes de conflit politique, si. Oui, on en a eu des dualités au sommet de l'État. Pas des dualités. Moustapha Diass en 81, il a été éphémère Premier ministre. Mais en 2000, il était de l'autre côté de la barrière face à Abdou Diouf. Oui. Mais est-ce que pour autant on a tiré à boulet rouge sur lui? Éphémère aussi. Oui. En Mais je 2000. veux dire que le PS avait accepté l'adversité. Donc en politique, en démocratie, on doit accepter les rivalités et les adversités en compétition. Parce que c'est normal, c'est la démocratie, c'est pas la dictature, Oui. c'est pas la tyrannie. Mais ici, on a le sentiment qu'avec Abdoul Mbaye, on n'accepte pas que les rivalités et les adversités soient en compétition. Mais pour revenir sur son degré de dangerosité éventuelle, il y a donc le cas de Macky Sall. Mais si vous allez en France, qui a succédé au général de Gaulle? Pompidou, son ancien Premier ministre. Donc les anciens Premiers ministres, il ne faut pas les minimiser. Ça a été le cas avec Pompidou, ça a été le cas avec Macky Sall. Donc un exemple de loin, qui nous arrive de loin, et un exemple qui s'est passé ici sous nos yeux. Oui. C'est donc dire que dans son cas aussi, relève d'un syndrome qu'il faut prendre en charge du point de vue de la réflexion. Donc je comprends la colère de la PR. Est-ce qu'elle est justifiée, Oui, cette colère? colère politique dans les limites du raisonnable. Les Oui. critiques sont acerbes. Non, dans les limites du raisonnable. Cette colère-là qui n'est rien d'autre que le masque d'une inquiétude relative. Bon, parce que on verra bien quand tout le monde sera devant les urnes. Oui. Mais je crois que le cas Abdoul Mbaye relève d'un certain syndrome qui a été vérifié ici et qui a été vérifié à l'étranger. Oui. Et je pourrais même aller plus loin dans le parallélisme des formes. Vous savez que Abdoul Mbaye est un banquier. Georges Pompidou aussi était un banquier. Le général de Gaulle l'avait déniché à la Banque À ce Rothschild. sujet, ne traîne-t-il pas des tares congénitales avec son passé de banquier? Il y a le dossier Hissène Habré, dans lequel il est cité. Oui, oui, mais laissez-moi boucler mon parallèle. Après, Oui. je viens vers vous. Oui. Alors, Pompidou, c'était un banquier exactement comme Abdoul Mbaye. Oui. Il était à la Banque Rothschild, banque privée. Le général de Gaulle l'a déniché. Il n'était pas un gaulliste de la première heure. Il n'avait pas répondu à l'appel du 18 juin. Il n'a jamais été à Londres. Il n'était pas aux côtés du général de Gaulle. Il n'avait pas l'âge des compagnons du général de Gaulle. Il n'était pas un compagnon de la Libération. De Gaulle l'a tiré du néant. Après, au bout d'un certain nombre de collaborations, il y a eu divergence, il y a eu rupture. Et il a pris ses marques pas dans l'opposition parce qu'il était dans la majorité, mais il a affûté ses armes pour l'après de Gaulle. Aujourd'hui, en France, vous avez Emmanuel Macron qui lorgne vers le fauteuil de Hollande, Oui. mais il ne reçoit pas un paquet d'injures sur la figure. Mais donc, en politique, on doit accepter les choses. Mais le président Hollande a précisé que Macron lui doit beaucoup de choses. Oui, mais entendons-nous bien aussi sur ce point-là, Oui. C'est-à-dire la reconnaissance et la gratitude. Ce n'est pas parce que vous avez fait de moi un Premier ministre que je dois être votre éternel factotum, votre porteur d'eau, ou bien de sacoche. Ah non, non, non. Vous m'avez utilisé pour le bien du service public, pour le bien de l'État, pour le bien de la nation. Alors, en tant que patriote et citoyen, homme relativement compétent ou absolument compétent, je ne sais pas trop, ça c'est le président qui l'avait nommé qui n'est pas apprécié. Alors, il a fait son devoir. Mais ça ne veut pas dire que il doit rester l'éternel subordonné de Macky Sall dans la vie. Oui. Par rapport au dossier Habré, issu de son passé de banquier, est-ce que ce n'est pas une tare congénitale Vous savez, avec laquelle Abdoul Mbaye traîne? Je ne peux pas porter une appréciation sur l'ampleur de ce dossier que je ne maîtrise pas. Oui. Sur l'incidence potentielle, réelle de ce dossier que je ne maîtrise pas. Oui. Tout ce que je sais, c'est que lui, il a eu à s'expliquer à l'Assemblée nationale et dans d'autres circonstances. Bon, mais il n'est pas allé au tribunal. Maintenant, laissons les fuineurs fuiner.
et ils nous diront ce qu'ils auront vu après avoir fuiné. Oui. Mais comme moi, je ne fuine pas dans cette direction-là, attendons, les fuineurs fuinent. Mais seulement, je crois encore que la démarche politique, elle doit être ce qu'elle est, c'est-à-dire le choc des idées, le combat de titans, oui. Mais quand même dans les limites de la décence quand même. Parce que, mais naturellement, si les gens sont compromis, alors ils doivent rendre compte. Oui. Parce qu'on est toujours rattrapé par un certain passé, oui. Surtout s'il est noir. Oui, mais je parle au conditionnel, je dis s'il est noir, moi je n'en sais rien. S'il est noir. Le second cas, celui de Modou Diagne Fada, qui a mis sur pied les démocrates réformateurs, affiche des ressemblances avec le Parti démocratique sénégalais. Peut-il être qualifié de doublon, son parti? Mais je voudrais revenir en arrière un tout petit peu sur Abdou Mbaye, parce qu'il y a des attaques dont vous n'avez pas fait état, c'est-à-dire sa nationalité. Il a même précisé qu'il a une double nationalité de par sa maman. Les choses sont infiniment plus compliquées. D'abord, moi, cette disposition autour de la nationalité, je la comprends, hein, madame. Si on est le premier magistrat d'un pays, alors on doit présenter des garanties juridiques et des garanties tout court et des garanties globales. Donc, je peux comprendre que le législateur soit soucieux de verrouiller à ce niveau de l'État-là. Parce que lorsque on a une binationalité ou une double nationalité, comme vous voulez, on pourrait être, en cas de conflit d'intérêts entre les deux nationalités, qui renvoie à deux pays forcément, on pourrait être écartelé. Et allez-y savoir dans quelle direction on va balancer. Pourtant, il y a l'affaire Karim Wade, un exemple patent. J'y arrive. C'est pourquoi je dis que ce débat, on peut le comprendre. Mais c'est un débat aussi qui doit être amélioré, y compris sur le plan des dispositions, y compris sur le plan de la législation. Moi, à mon avis, il faut procéder à une certaine extension. C'est-à-dire que le président de la République doit être un Sénégalais sans ambiguïté, sans équivoque. Comme on disait au temps de Gbagbo en Côte d'Ivoire, une nationalité sans équivoque, une nationalité sans ambiguïté. Bien, mais il faut l'élargir aussi au chef d'état-major des armées. Il faut l'élargir au directeur de la Sûreté nationale. Il faut l'élargir au directeur des services secrets. Parce que ces gens-là sont détenteurs d'un volume de secrets que le président ne peut pas... On a des cas dans ces corps de métier. Mais dis donc. Ministre de l'Intérieur, c'était un toubab, non? À un moment donné, Jean Collin, il était ministre de l'Intérieur. Après l'indépendance. Hein? C'était juste après l'indépendance. Ah, mais juste après l'indépendance, ça ne veut rien dire. Le chef d'état-major des armées, pendant très longtemps, Jean-Alfred Diallo, il avait la double nationalité. Il a été commandant dans l'armée française jusqu'à la décolonisation. Alors, je disais que, donc, il y a des hauts fonctionnaires qui sont détenteurs de secrets parce que ce sont eux-mêmes qui informent le président de la République. Ils peuvent aussi faire de la rétention de secrets. Et s'ils font de la rétention, ils en savent aussi, aussitôt, plus que le président. Alors, c'est donc dire que si on a le souci de verrouiller, et je partage le souci, mais dans ce cas, il faut verrouiller large. Il faut verrouiller large. Limité dans la sphère politique. Oui, ça c'est d'une part. Et d'autre part aussi, ce débat-là me peine. Parce que c'est ce qui l'agite, me donne l'impression qu'ils ne maîtrisent pas l'histoire de leur pays. Vous savez, nous, notre histoire a été assez singulière. Le Sénégal et les Sénégalais, c'est sévère de le dire, ils ont été colonisés jusqu'à la moelle épinière. Vous savez que nous étions la seule colonie où il y avait deux gouverneurs. Oui, le gouverneur de la colonie du Sénégal qui se réveillait à Saint-Louis et le gouverneur de l'AOF, Afrique occidentale française, qui se réveillait à Dakar. Une colonie, deux gouverneurs. Alors donc le contact avec l'extérieur a été intense. Notre histoire a été une histoire de convergence, a été une histoire de contact. Ce qui explique que ces binationalités dont vous parlez, en grand nombre. Mieux, nous étions la seule colonie où il y avait deux catégories de citoyens. On avait les gens issus des 4 communes qui étaient des citoyens. Il y avait les gens comme vous et moi, les Saloum Saloum, qui étions des sujets français. Dans la même colonie. Alors vous voyez, donc cette histoire de nationalité, c'est un vieil héritage qui nous vient de très, 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 très loin. Il n'est pas facile de le résoudre par une disposition brutale. Il s'y ajoute que nous sommes tous presque des binationaux, pour ne pas dire des trinationaux. On a été colonisés par les Français. Nous sommes allés à l'indépendance avec le Soudan pour former la Fédération du Mali. Oui. Ce qui veut dire qu'on a acquis la nationalité malienne à un moment donné, même si elle a été transitoire parce que la Fédération n'a pas duré. Et puis maintenant, on est dans la nationalité sénégalaise. Donc si on remue tout ça, qu'est-ce que ça donne? Il s'y ajoute enfin qu'on risque de pénaliser des gens de valeur. Parce que si on continue ce raisonnement, le fils de Jean Collin, François Collin, il est le patron de l'inspection générale d'État. Brillant cadre, brillant administrateur civil. Son père était toubab, mais François Collin n'a jamais fait ses études à l'extérieur. Alors qu'au moment où je vous parle, beaucoup de cadres de ce régime-là ont leurs enfants qui font des études à l'étranger. Jean Collin avait tenu à ce que son fils fasse ses études ici. Et il a fait boucler, un peu comme Macky Sall,
Exactement comme Macky Sall d'ailleurs. Il a fait toutes ses études au Sénégal. Aujourd'hui, il trône à la tête de l'inspection générale d'État. Sa mère est sénégalaise. Alors, maintenant, ses fils et ses petits-fils ne pourront plus jouer un rôle suprême au Sénégal, au nom de cette disposition contestable. Voilà pourquoi on disait que c'est un débat dangereux. Voilà. Qu'il ne faudrait pas animer. Ah oui, oui, oui. Parce que ça risque de nous mener loin. Même Cheikh Anta Diop, que nous honorons, que nous présentons comme un monument de la pensée africaine, du panafricanisme et de tout ce que vous voulez de meilleur pour l'Afrique et de magnifique pour l'Afrique. Sa femme était française, ses enfants appartiennent à 2 nationalités. Alors, donc lui, ses enfants aussi sont exclus. Et ça peut continuer jusqu'aux petits-fils et aux arrière-petits-fils. Et pour continuer avec François Collin, oui. Il a épousé la fille du général Wali Faye. Et la fille du général Wali Faye a une maman nigérienne. Ce que vous ne saviez pas. Alors donc, voilà des gens qui sont au service du Sénégal, qui consacrent toute leur énergie au Sénégal et qui sont disqualifiés d'office, jusqu'aux arrière-petits-fils, par une loi douteuse. Alors on doit faire attention. Maintenant, s'agissant plus spécifiquement de Abdou Mbaye, je crois qu'Abdou Mbaye, il a dit les choses de façon laconique, mais ça doit être un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, sa maman est française, mais il faut nuancer. D'origine plutôt malienne. Malienne, oui. Ça, c'est les métis du Soudan. De Soudan devenu Mali. Voilà. Donc il faut nuancer. Elle s'appelle Madame Diarra. Moi, j'ai vécu au Mali. Il y a une forte communauté métisse. Les administrateurs civils qui étaient là-bas ont eu à se marier sur place et à donner des enfants à une certaine communauté métisse. Et nous, Sénégalais, nous devons être un peu gênés. Parce qu'il y a des gens qui nous viennent du Mali, qui sont métis et qui ont servi le Sénégal avec abnégation. Je pense à notre premier ambassadeur à Paris. S'il n'est pas le premier, il doit être le deuxième. Gabriel Darboussier. Gabriel Darboussier, son père était un commandant de cercle, Toubab. Sa mère était une peule de la noblesse de Djenné, près de Mopti. Et pour la petite histoire, la mère de Gabriel Darboussier était la petite sœur de la vénérée épouse de la famille omarienne, le chef de la famille omarienne. Comment il s'appelle encore? Thierno Muntagatal. Non, pas Muntagatal. Seydou Nouroutal. D'accord. Alors donc, l'épouse de Seydou Nouroutal était la sœur de la mère de Gabriel Darboussier, un métis qui a servi le Sénégal avec abnégation. Oui. Donc, n'agitons pas ça. Prenons en compte et en charge notre histoire. Assumons notre histoire avec ses métissages et ses mélanges. Et comme ça, nous aurons rendu un grand service à ce pays-là. Parce que les qui arrivent de l'extérieur sont des influences utiles. Vous savez, le président Senghor chantait les vertus et les mérites du métissage à tout point de vue. Oui. Or, le métissage, c'est ce qui est parfois à la base de cette binationalité. Et nous en venons au cas de Modou Diagne Fada. Oui, Modou Diagne Fada, vous savez, à mon avis, il s'est trompé de cheminement, mais pas de cap. Moi, je ne conteste pas son cap. Oui. Il a le droit d'avoir les revendications que l'on sait. Il a le droit d'avoir des ambitions. Il a été au PDS, il s'est battu aux côtés d'autres gens aussi braves que lui, sinon plus braves que lui. Mais lui aussi, il a été brave, il a été courageux. Il a du mérite. Moi, je lui tire le chapeau. Oui. Mais il s'est trompé de cheminement. Le cap est bon, mais il s'est trompé de cheminement. Et je m'explique. À quel niveau? Oui, par exemple, qu'il prenne en charge l'après-Wad d'une certaine façon. En termes d'ambition, c'est normal. Pour être plus clair, qu'il refuse le commandement, entre guillemets, de Karim Wade, qu'il refuse le contrôle du parti par des voies dynastiques. Il a raison. Mais compte tenu de ce qui s'est passé entre Wade et lui, nous sommes en Afrique. Oui. Nous avons une sociologie particulière. Il doit une fière chandelle, pour ne pas dire 1000 fières chandelles à Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade est un homme âgé et éprouvé. Oui. Aujourd'hui, son fils est là-bas. L'épreuve n'est pas encore terminée. Alors, attendre qu'Abdoulaye Wade en finisse avec ces épreuves-là, pour ensuite s'affirmer et faire ce que l'on veut, c'est une question de patience. Abdoulaye Wade, à tout point de vue, il est au crépuscule de sa vie politique et de sa vie tout court. Et compte tenu de ce qu'il a fait pour cet homme-là, alors ce n'est pas le moment d'asticoter ses nerfs, de titiller ses nerfs, de l'énerver davantage. Moi, c'est de ce point de vue que j'ai des réserves par rapport à sa démarche. Donc vous parlez voilà. C'est-à-dire, humain. Il ne s'est pas trompé de cap, mais il s'est trompé de cheminement. À sa place, j'aurais gardé mes ambitions intactes, oui. Mais en moi, mes visées intactes, mes desseins en moi, le refus d'être commandé, dirigé par Karim Wade en moi, mais tout ça je garde en moi, je fais montre d'une patience qui ne sera même pas longue, et après moi, je m'affirme comme bon me semble. Oui. Donc pour me résumer, Modou Diagne Fada ne s'est pas trompé de cap, mais il a le droit d'aller vers ce cap-là, mais il s'est trompé de cheminement. C'est le cheminement qu'on lui reproche. Oui. Parce que le cheminement entre en conflit avec Abdoulaye Wade,
Et le cheminement pose le problème d'une certaine relation qui quand même doit être empreinte de gratitude. Bon, vous me direz que là je convoque la morale dans un domaine où il n'y a que des gladiateurs, mais je vous rappelle aussi qu'on est au Sénégal. Sous cet angle, Fada ne court-il pas le risque de seconder le PDS dans le landerneau politique? C'est-à-dire? Comme il a les mêmes couleurs, peut-être avec le maïs qui a été mis en exergue, il est en train de seconder le Parti démocratique sénégalais qui est bel et bien présent, autant pour moi. Bon, ça, ce sont des détails, mais comme on dit, le diable aime se cacher dans les détails. Oui, il est même dans les détails. Et dans ces détails-là, on peut trouver effectivement les marques d'une manœuvre, d'une manipulation ou d'une conspiration. Tout ça, c'est possible. Mais moi, ce que je retiens, c'est que tout ce beau monde appartient à la famille libérale. Et vous savez qu'il y a un mot qu'on emploie et qu'on peut accoler aussi à ce dialogue-là, les fameuses retrouvailles. De la famille libérale. Alors, or, les retrouvailles de la famille libérale ne concernent pas la communauté nationale. Ça concerne précisément la famille libérale. Or, la famille libérale, je le répète, n'est pas la communauté nationale. Ces retrouvailles de la famille libérale s'inscrivent-elles dans l'ordre du possible? Mais là, on est dans le domaine des manœuvres politiques et des calculs politiques. Parfois à la petite semaine, parfois à la grande semaine, mais dans tous les cas, encore une fois, je le répète, les retrouvailles de la famille libérale n'ont rien à voir avec les intérêts de la communauté nationale, parce que la communauté nationale ne correspond pas à la famille libérale. La famille libérale est minuscule par rapport à la communauté nationale. Donc je crois qu'il faut éviter la confusion. Or, dans cette histoire de dialogue, de concertation, etc., on a le sentiment que la confusion est voulue et programmée. Oui, au vu de ces deux cas précités, on constate que l'histoire se répète au Sénégal avec des gens qui créent des partis politiques et ces partis peut-être sont nés de frustration. À ce rythme, est-ce que les Sénégalais vont élire l'homme qu'il faut? Bon, les Sénégalais, de toutes les façons, dans les isoloirs et devant l'urne, ils prendront leurs responsabilités. Oui. Ça, c'est la démocratie. Ça, c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'il est difficile de mettre de l'ordre pour deux raisons. Oui. Comme on disait en mai 68 en France, il est interdit d'interdire en démocratie. Donc, il n'est pas facile de faire tomber un couperet pour dire non, on ne créera plus de parti. Ce n'est pas facile, démocratiquement. Deuxièmement, il se trouve que celui qui est à la tête de l'État, en l'occurrence le président Macky Sall, lui-même, il a été, si vous voulez, l'artisan d'une dissidence victorieuse. Il a quitté le PDS, il a créé son parti, fin 2008, début 2009, fin 2008, je crois, si ma mémoire est bonne, il est arrivé au pouvoir. Donc, si on prend en compte les 200 et quelques partis, lui, son parti fait partie des derniers nés. Donc, lui, il est très mal placé pour interdire la naissance d'autres partis. Parce que lui-même, son parti n'est pas le 7e ou le 8e parti du Sénégal. Ça fait partie des partis qui ont vu le jour il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, il a gagné. Alors, ce qui veut dire que son cas est devenu un cas d'école. Et mieux, c'est devenu, si vous voulez, une référence contagieuse. Peut-on attester que la victimisation prospère au Sénégal? La victimisation prospère. Oui, mais bon, mais ça c'est des péripéties politiques. Hein. Vous savez, c'est des péripéties politiques qu'on peut intégrer dans les calculs. Oui. Je me victimise, tu te victimises, l'autre se victimise en essayant de rencontrer, si vous voulez, la sympathie et l'onction de l'opinion. Bon, mais ça, c'est des péripéties. Hein. Créer même l'élan de solidarité. Oui, ça, c'est ce que j'appelle les péripéties du combat politique. Oui, avant de fermer cette page politique, puisque le statut du chef de l'opposition est inclus dans notre constitution, alors Karim Wade étant le candidat du Parti démocratique sénégalais, est-il éligible à ce poste? Mais Karim Wade, au moment où nous parlons, il n'est éligible à rien du tout, parce qu'il est dans les liens de la prévention, au moment où nous parlons. Oui. Bon, je veux dire, éligible de facto. Oui. Maintenant, du point de vue politique, du point de vue du discours, du point de vue des textes, dans un congrès, on peut élire qui on veut. Mais si on veut être concret, si on veut être sérieux, attendons d'abord qu'il sorte de prison et qu'il assume ses responsabilités. Dans la justice, on a opéré à un jeu de chaises musicales. Dans la magistrature, seulement 2 nominations viennent en vedette. Il s'agit du duo Abdoulaye Diagne et Aliou Diop. Après ces nominations, à quoi peut-on s'attendre, surtout au niveau de la CREI? Bon, il n'est pas facile de dominer l'agenda de la CREI et de ceux qui sont les patrons de la CREI. Oui. Parce que même s'il y a la séparation des pouvoirs, il y a aussi l'exécutif dans ce pays. Oui. Il y a un ministre qui administre la justice, c'est son travail. Les textes le prévoient comme ça. Et il s'ajoute que les procureurs sont rattachés à lui. Donc, nonobstant l'indépendance de la justice, qu'on le veuille ou non, l'agenda de la justice aussi recoupe un peu l'agenda de ceux qui gouvernent. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une certaine émotion dans l'opinion.
Parce que la traque des biens mal acquis, elle a été assez sélective aux yeux de tout le monde. Et ça a été, si vous voulez, choquant aussi aux yeux de beaucoup de gens et auprès de beaucoup de gens. Oui. Alors, à telle enseigne que j'ai le sentiment que si on relance un peu la CREI, en tout cas du point de vue d'un certain nombre de nominations, c'est pour, quelque part, réagir par rapport à cette vive émotion-là. Une traque sélective, et puis à un moment donné, la CREI était en veilleuse, donc la traque sélective d'un côté, la mise en veilleuse de la CREI. Alors tout ceci avait suscité quand même quelques murmures, quelques grincements de dents dans l'opinion. Et je crois qu'en réagissant comme ça, on donne l'illusion qu'on ira encore jusqu'au bout de la traque. Mais moi, faut-il enterrer la CREI? Mon pressentiment est que la traque est crépusculaire, pour ne pas dire qu'elle est terminée. Bon, le pouvoir peut dire ce qu'il veut, oui, mais je crois qu'elle est crépusculaire. Parce que le boulevard est là, il est ouvert, mais pourquoi on ne continue pas? Pourquoi on ne fonce pas? Alors, on pratique même une transhumance qui à la limite, absout. Oui. Parce que moi, j'ai du mal à comprendre que un homme plus ou moins incriminé puisse flirter avec la majorité présidentielle et à l'occasion voyager avec le président de la République. Alors tout ça, ça fait un peu désordre. Hein. Oui. Le Conseil supérieur de la magistrature, tel qu'il est structuré, incarne-t-il une indépendance de la justice sénégalaise? Bon, mais ça c'est des débats de fond que je ne peux pas trancher comme ça devant ce micro, oui, à la hussarde. Non. Parce que vous savez, ça c'est des débats qui dépassent même le Sénégal. Oui, parce que vous savez, l'indépendance de la justice, quelqu'un que nous aimons tous parce que nous le connaissons, il a été un génie, il a été une référence historique. Alors chaque fois qu'on posait le problème de l'indépendance de la justice au général de Gaulle, vous savez ce qu'il disait? Moi, je suis contre l'indépendance de la justice. Je suis pour l'autorité de la justice. Mais les juges ne peuvent pas nous commander. Parce que pour le général de Gaulle, lorsqu'on est élu président de la République, on sort du suffrage universel. Quand on a l'onction populaire en bandoulière, on ne peut plus être sous les ordres d'un juge. Alors, et puis le président, il nomme certains juges, ou disons certains magistrats. Alors, autant de choses qui font que dans le système français, maintenant le monde anglo-saxon, c'est autre chose. Mais en tout cas, le monde qui nous est proche, pour des raisons historiques. Parce qu'au moment où nous parlons, je peux vous dire que un pan entier de notre justice découle du Code civil de Napoléon. Alors donc, il y a une influence française chez nous, davantage qu'une influence anglo-saxonne. Alors à telle enseigne que moi, sur ce plan, je crois qu'il faut que le débat soit bouclé. Mais ce n'est pas autour de ce micro qu'on peut le boucler. Il faut que les spécialistes s'y adonnent. Ce que je sais, c'est qu'en France, un homme comme le général de Gaulle, qui a remis la France sur pied, artisan de la Ve République, il a été clair. Il est contre l'indépendance de la justice au sens absolu du terme. Par contre, il est pour l'autorité de la justice. Parce que l'indépendance de la justice, c'est le gouvernement des juges. Or, quand un président est issu du suffrage universel, en vertu de quoi il serait subordonné à des magistrats, et en vertu de quoi des magistrats nommés par lui, dans une certaine mesure, seraient à sa hauteur. Bon, ça c'est des débats que moi je ne peux pas trancher ici, oui, mais c'est complexe. Oui, en justice toujours, le 30 mai sera prononcé le verdict du procès Hissène Habré. À ce niveau, pensez-vous que ce procès a été équitable? Bon, sur ce plan, je crois que le débat est plus ou moins derrière nous. D'abord, on attend le verdict. Oui. Deuxièmement, des voix autorisées comme Ousmane Camara, ancien président de la Cour suprême, ont émis des réserves par rapport à ces chambres africaines extraordinaires qui sont trop hybrides. D'abord, parce que ce sont des chambres africaines extraordinaires logées dans le panorama juridictionnel du Sénégal. Donc, tu vois que c'est déjà hybride. Il s'y ajoute aussi que, qu'on le veuille ou non, oui, ce sont des juridictions d'exception, quelque part. Mais ça, c'est technique. Du point de vue politique, moi, je suis peiné. Parce que nous, Sénégalais, nous devons nous soucier du jugement de quelqu'un d'autre qui n'est pas Hissène Habré. Le président Ould Taya en Mauritanie, il nous a fait des dégâts ici. Jusqu'au moment où je vous parle, des cadres mauritaniens sont en train d'errer, de vadrouiller, comme des hères dans la région du fleuve. Ce sont les séquelles du conflit sénégalo-mauritanien. C'était un dictateur qui a fait fusiller des dizaines et des dizaines d'officiers négro-africains, parmi lesquels de nombreux tout couleurs. Alors, avant d'aller en Afrique centrale, il faut aller chercher Ould Taya au Qatar. Mais non, c'est le Qatar même qui organise ici quelque chose comme un séminaire sur les droits de l'homme. Mais mon Dieu, ça donne la nausée pour quelqu'un qui connaît le Qatar et son régime. Oui. Ensuite, c'est ce Qatar-là, d'après la lettre du continent, qui vient négocier la libération de Karim Wade. Oui. D'après la lettre du continent, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Oui. Mais moi, je dis, dans ce cas précis, ayons le courage aussi de demander à ce Qatar-là de dégager Ould Taya afin qu'il puisse être
attrait devant les tribunaux. Mais non, on ne s'occupe pas de Ould Taya, qui nous a fait mal, jusque dans notre chair. On s'occupe de Hissène Habré, qui n'a pas tué des Sénégalais. Bon, on me dira que Gaye a péri là-bas, un certain Gaye. Oui. Bon, et un certain Gueye y aurait été torturé. Mais vous savez, le cas de Gueye, je connais un peu, c'est plus compliqué. D'accord. Oui, parce que Gueye avait rendez-vous avec des officiers français à la base aérienne de N'Djamena, tout ça. Donc, dans un contexte comme celui-là, donc rien à voir avec le régime de Hissène Habré. Bon, mais enfin, ce que je sais, c'est que pour moi, vraiment, Hissène Habré ne peut pas être notre priorité à nous, Sénégalais. Si nous étions vraiment conséquents avec nous-mêmes, alors c'est le dictateur mauritanien qu'on devrait juger ou faire juger, même si ce n'est pas ici ou ailleurs. On devrait se battre pour qu'il soit jugé. Voilà. Si vous allez aujourd'hui à Inal, dans la région de Attar, Inal, entre Attar et Choum, mais vous avez les tombes des officiers négro-africains qui ont été massacrés dans les années 90. Quand vous y passez, quand vous passez devant Inal, ou bien dans Inal, la bourgade d'Inal, vous avez des frissons. Alors, mais on ne s'occupe pas de Ould Taya. Non, parce qu'il est au Qatar, le Qatar a des pétrodollars, il faut caresser le Qatar dans le sens du poil. Oui. Alors, et on s'occupe de Hissène Habré. Je ne dis pas que Hissène Habré était un enfant de cœur. Je connais trop bien l'histoire du Tchad pour savoir que lui aussi, il a été ce qu'il est, quelque part. Bon, mais entre nous, notre souci numéro un, le souci primordial pour moi, c'est plus le procès de Ould Taya que le procès de Hissène Habré. Oui. Mais enfin, on en a décidé ainsi, bon, on prend acte. On va boucler avec les accords de défense signés entre le Sénégal et les États-Unis. Comment vous les accueillez, ces accords signés, surtout avec des Occidentaux? Vous savez, les accords de défense relèvent d'un chapitre assez complexe du point de vue géopolitique. Oui. Oui. D'abord, aucun pays ne peut vivre en autarcie sécuritaire, hier comme aujourd'hui. Hier, c'était un peu moins compliqué. Aujourd'hui, c'est plus compliqué avec le terrorisme. Mais vous savez, hier, on avait deux blocs, Est-Ouest. Ouais. Alors, donc, il fallait s'aligner. Senghor s'était aligné sur le bloc occidental contre le bloc communiste. Le contexte l'exigeait. Alors, mais aujourd'hui, ce n'est plus un problème Est-Ouest, c'est un problème de terrorisme tout azimut. Oui. Alors, donc, je comprends qu'on soit soucieux d'accords de défense. Mais encore aussi, faut-il faire attention, parce que les accords de défense que je vois aujourd'hui, notamment le dernier, l'accord de défense sénégalo-américain, c'est un accord de défense qui a une incidence plus sahélienne que sénégalaise. C'est-à-dire que les contours de l'accord de défense sont plus orientés vers le Sahel, donc la lutte contre le terrorisme, que vers la sécurisation du Sénégal ou la coopération militaire. Si je comprends, ces accords ne nous profitent pas. Bon, il y a toujours un volet coopération. Qu'est-ce qu'on y gagne, à la limite? Non, un complément ou un supplément de formation, une certaine expertise. Bon, mais ça, c'est subsidiaire. Par contre, les inconvénients ne manquent pas. Parce que lorsque vous abritez des bases, ou bien vous abritez des équipements qui sont destinés à lutter contre les terroristes, mais il va sans dire aussi que vous devenez la cible des terroristes. Lorsque vous agitez un chiffon rouge devant un taureau noir, mais attendez-vous à ce que les coups de corne vous tombent dessus. Ah oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire, donc, nous prenons des risques. Oui. Parce que si la Côte d'Ivoire a été attaquée à Grand-Bassam, c'est parce qu'elle fait partie de l'écurie française, géopolitiquement parlant. Or, nous, en signant des accords comme ça, on s'installe de plus en plus dans l'écurie les écuries successives de la France et des États-Unis. Oui. Donc, quelque part, on prend des risques. Mais je crois savoir que ces risques-là sont calculés. Parce que je crois que les autorités aussi prennent des mesures draconiennes pour sauvegarder le Sénégal. On est en train de se barricader. Il y a d'autres risques parce que la classe politique sénégalaise n'a pas été consultée avant de signer ces accords. Justement, puisqu'on parle de dialogue, la signature de ces accords était un moment idéal pour un contact. Encore une fois, je dis contact, je ne dis pas permission, parce que les gens de l'APR, ils pensent que lorsque vous prenez contact avec l'opposition, c'est pour demander la permission, ou bien c'est pour perdre les prérogatives, ou c'est pour capituler. Non, pas du tout. Mais échanger, parce que personne n'a le monopole des idées claires. Si vous échangez avec l'opposition, sans oublier aussi que la forme est belle. Tenez, en novembre dernier, quand il y a eu la série d'attentats en France, mais Hollande a reçu même Marine, même l'extrême droite a été reçue à l'Élysée, même l'extrême droite. Alors, donc, moi, je ne vois pas pourquoi, à propos des APE, à propos des accords de défense, on n'échangerait pas, qu'on ne prendrait pas contact. Oui. Parce que tout ça lubrifie les relations, sans demander la permission. Les prérogatives du président de la République, notamment dans les domaines réservés, que sont la diplomatie et la défense, ce sont des prérogatives que personne ne peut contester, encore moins rogner.
Oui. On ne peut pas les Babacar renier. Justin Ndiaye, on a fini avec ces accords, ces questions même sécuritaires pour en venir au cas de la Gambie. D'abord, quelle est votre réaction face au pic lancé par le président Yahya Jammeh à l'endroit des dirigeants sénégalais qui se sont succédés au pouvoir? Les pics, moi je suis d'un certain âge, Oui. j'ai encore en mémoire les pics de Sékou Touré contre Senghor. Il est assez taquin. Oui, bon, donc les pics, c'est pas ça qui est essentiel, ça c'est l'écume. Mais ce qui est important, ce sont les courants Oui. forts qui agitent l'eau. Oui. Et ce problème avec la Gambie est un problème aux facettes multiples. Oui. Alors donc, on ne peut pas le traiter en vrac. Sinon, on risque d'ajouter la confusion à la confusion. Oui. Ce qu'il faut, c'est retenir quelques points importants. Un, pour moi, et là je suis catégorique, tout en étant patriote, mon credo, c'est le credo des Américains. Oui. Right or wrong, my country. C'est-à-dire que mon pays ait raison ou qu'il ait tort, c'est mon pays. Donc, il n'y a pas de problème. Oui. Je m'aligne sur le Sénégal. Oui. Mais ça ne m'empêche pas aussi de dire la vérité. Laquelle? Pour moi, les transporteurs ne doivent pas fermer une frontière. Ils ne sont pas habilités à le faire. Nous ne sommes pas en Gambie, nous sommes au Sénégal. L'état de droit est proclamé, clamé, répété partout. La bonne gouvernance aussi, elle est déclinée dans tous les discours. Donc nous devons être conséquents avec nous-mêmes. Seules les autorités les plus élevées du pays ont les prérogatives de fermer une frontière. Mais un État ne peut pas se cacher, se retrancher derrière des camionneurs pour fermer une frontière. Parce que la fermeture d'une frontière, c'est presque l'antichambre d'une déclaration de guerre. C'est un casus belli. Vous savez ce que c'est qu'une frontière? Oui. Je vais vous donner une définition qui ne vient ni du Larousse ni du Robert. Oui. Je l'emprunte au général serbe, oui. Ratko Mladic. C'est lui qui commandait les forces serbes en Bosnie-Herzégovine. Oui. Il dit, je le cite, « La frontière est tracée par le sang et bornée par les tombes. » La frontière est tracée par le sang et bornée par les tombes. Donc une frontière est une chose trop sérieuse pour être fermée par des camionneurs. Quelle que soit notre volonté d'en découdre avec Yahya Jammeh, nous ne devons pas sacrifier la bonne gouvernance sur l'autel d'une épreuve de force. À ce niveau, est-ce que ce n'est pas l'État du Sénégal qui a courbé l'échine? Non, mais c'est-à-dire, il pratique la gouvernance assoupie. C'est-à-dire, il fait la sieste volontaire. Et il laisse faire. Il dort volontairement. C'est ce que j'appelle la gouvernance assoupie, la gouvernance dormante. C'est fait exprès, c'est calculé. Mais c'est dangereux. Pourquoi? Savez-vous pourquoi c'est dangereux? Oui. Un, on ne doit pas sacrifier la bonne gouvernance et l'état de droit sur l'autel d'une épreuve de force avec un dictateur qui est appelé à quitter, tôt ou tard. Ça, c'est un. Oui. Or, la bonne gouvernance et l'état de droit sont des valeurs sûres qui ont façonné l'image du Sénégal. Deuxièmement, le syndrome est dangereux, potentiellement dangereux. Parce que si les camionneurs ferment la frontière, demain, les étudiants de l'université Assane Seck, quand ils seront en colère, ils vont fermer aussi une portion de la frontière. Après, demain, les cultivateurs de Kidira vont fermer le pont sur la Falémé et nous isoler du Mali. Alors, il y a des précédents qu'un État ne doit pas accepter. Quels que soient ses calculs, quelle que soit la volonté de mettre à genoux Yahya Jammeh, oui. Nous ne devons pas sacrifier l'état de droit sur l'autel d'une épreuve de force. Mais la Gambie n'est-elle pas une voisine encombrante, on pourrait dire? Mais en fait, aussi, madame, oui. Si vous investissez 400 milliards dans une infrastructure économiquement absurde et électoralement non payante, le référendum l'a démontré. Le référendum l'a démontré. Il a tout bas. Le référendum l'a démontré. Voilà une infrastructure qui, électoralement, elle n'est pas payante. Parce que cette ville que vous venez de citer est restée toujours un haut lieu du wadisme. Deuxièmement, alors, sur le plan économique, c'est absurde. Alors, à partir de ce moment, je crois que plutôt que d'en vouloir à Yahya Jammeh, on doit oser l'autocritique. On pouvait injecter ces milliards dans une direction plus utile. Surtout que... La voie de contournement. Oui, la voie de contournement, et qui n'est pas que la voie de contournement. C'est la voie aussi de la flexibilité logistique pour l'armée. C'est la voie aussi de la lubrification logistique pour l'armée. Parce que nous avons deux voisins, vous parlez de géopolitique dans la présentation, nous avons deux voisins qui s'appellent deux Guinées. Historiquement, nos rapports n'ont jamais été au beau fixe. En tout cas, pas toujours. Senghor Sékou Touré, c'était la tension permanente. Avec la Guinée-Bissau, il y a eu une guerre, Gabou. Alors, autant de choses qui font que la prospective nous commande d'être vigilants par rapport à ce sud-là, où on a deux Guinées. Et pour ça, il faut créer une certaine flexibilité logistique pour l'armée. Oui. Parce que la voie navale, c'est-à-dire les bateaux, ça ne peut pas suffire en cas de guerre. Alors, autant de choses qui font que je crois que cette crise-là n'est pas mauvaise dans l'absolu. Elle aura la vertu de nous réveiller, même du point de vue de la prospective. Alors, elle aura la vertu de nous réveiller. En quoi? Ah oui, je crois que nous apprendrons à nous passer de la Gambie, sans pour autant nous passer forcément d'elle. Oui. J'ajoute encore que, lorsqu'on est à Dakar, on se ravitaille au casino.
Alors, on a toutes les denrées à côté, à proximité. Les marchés sont bien achalandés. On peut dire, continuons l'épreuve de force. Mais permettez-moi de vous dire que les régions du Saloum et les régions de Casamance sont éprouvées. Ouais. Yaya, peut-être, il est plus éprouvé, peut-être. Mais en tout cas, les deux régions là sont éprouvées. Oui. Parce qu'il n'est pas évident, il n'est pas évident qu'un étudiant casamancé qui va aller à Brin, assister aux funérailles de son père, trouve 17 000 ou 20 000 francs pour contourner par Tambacounda. Vous savez, on peut taper sur la table, on peut discourir ici dans les studios de télévision, mais les réalités sont très dures. Les gens qui habitent le long de la Gambie, vers Sabouya, Médina Sabah, etc., Toubacouta sont éprouvés. Du côté de la Casamance aussi, Kataba 1, Kataba 2, Djouloulou, Baïla, les gens sont éprouvés. Mais vous voyez la courbe. Vous passez par Tamba, vous passez par Kolda, vous arrivez à Ziguinchor, il faut continuer jusqu'à Oussouye. Imaginez un étudiant qui perd son père. Il doit y aller avec une bourse maigre. Qu'est-ce qui nous garantit qu'il trouvera 17 000 francs? Donc il y a un renchérissement des prix de transport. Oui. Autant de choses qui font que nous devons nous pencher sur ce dossier. Oui. Il ne faut pas jouer au faucon. Surtout que dans ce domaine aussi, il faut faire attention parce qu'il y a un responsable de la paire, je ne veux pas citer son nom, il a dit l'autre jour sur une chaîne de télévision. Moustapha Diakhaté, j'imagine. C'est vous qui citez son nom. Oui. Il dit, quelqu'un qui va à nos chars de combat là devra faire attention à nous. Mais vous vous rendez compte? Vous savez, il faut faire attention. Quand on ne connaît pas la guerre, on peut discourir sur la guerre. Dans tous les cas, on a retrouvé la table des négociations entre les deux États. Est-ce que les négociations de Dakar ont été réussies? Ah non, les échos que nous avons reçus, vous et moi, montrent qu'il faudra les reprendre. Oui. Et le rendez-vous de juillet, il est prometteur? Ça dépend de ce que l'on veut et du menu. Parce qu'il y a une démarche aussi qui me paraît problématique. Vouloir imposer à la Gambie coûte que coûte la construction d'un port. D'un pont. Bon, il va sans dire que la Gambie aussi doit se hisser aux normes de la gouvernance mondiale. Lorsque vous signez des protocoles, vous signez des accords, vous engagez votre État, vous devez respecter ça. Mais aussi, vous savez, il y a un discours qui est difficile à tenir. Parce que je rappelle aux uns et aux autres que le fleuve Gambie n'est pas le fleuve Sénégal. Le fleuve Sénégal a une rive mauritanienne et une rive sénégalaise. Tandis que le fleuve Gambie est à l'intérieur de la Gambie. Le fleuve Gambie porte bien son nom. C'est un fleuve gambien. Oui. Il faut rouler en Gambie pour atteindre le rivage, franchir le fleuve, rouler encore pour atteindre la Casamance. Toujours en territoire gambien. Oui. Et je vous rappelle qu'il y a un précédent intéressant. Le canal de Suez, il relie la Méditerranée à l'océan Indien. Donc deux continents. N'empêche, il est égyptien. Oui. Nasser l'a nationalisé en 1956. Il y a eu un bruit, un tollé général, mais Nasser n'a pas fait demi-tour. Il a nationalisé le canal. Et pourtant, il relie deux continents. La Méditerranée à l'océan Indien, donc l'Europe et l'Asie. Mais c'est pour l'Égypte. Parce que de part et d'autre du canal, vous avez l'Égypte. Là-bas, vous avez le Sinaï. De ce côté-là, vous avez Ismaïla, Port Saïd, El Kantara. Mais c'est toujours l'Égypte. Oui. Et ce mutisme de la communauté africaine face aux dérives du président Djamé, comment vous l'analysez? Mais vous me parlez des dérives du président Djamé. Et les dérives de Sassou Nguesso? Pourquoi deux poids, deux mesures? Sassou Nguesso qui utilise des hélicoptères pour bombarder les pauvres populations du Poul. Mais on se tait, parce qu'il y a le pétrole à Pointe-Noire. Et elle a besoin de ce pétrole. La France ferme les yeux. Mais comme Yaya Jammeh n'a que des cacahuètes et rien du tout, on s'acharne contre lui. Je ne suis pas l'avocat de Yaya Jammeh, mais je suis contre le deux poids, deux mesures. Sassou Nguesso, ce qu'il a fait est pire. Ça n'a pas empêché Macky Sall de partir. Même s'il maltraite ses opposants. Yaya Jammeh. Et l'autre qui bombarde. Il les menace même. Et l'autre qui bombarde et ses opposants et ses populations. Vous vous rendez compte au point de provoquer des flux de réfugiés dans les pays voisins? Est-ce que le maintien au pouvoir vaut ça, une tragédie nationale? N'empêche des chefs d'État, parmi lesquels le président Macky Sall, sont allés assister à son investiture. Oui. Mais là, je comprends. Ça, c'est de la réelle politique. Parce même que sa réélection même est contestée. Nous avons une forte colonie sénégalaise au Congo. Oui. Le président Macky Sall a fait son devoir. Il doit y aller. Ce n'est pas à lui de juger de la pertinence ou non du cas congolais. Mais c'est une façon de vous faire comprendre que dans ce domaine-là, Yaya Jammeh n'est pas le seul coupable. Et à côté du Congo-Brazzaville, vous avez la RDC. Le duel entre les deux cas, Katumbi et Kabila. Oui. L'un vient d'être inculpé, alors qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Et ce cas, comment vous l'examinez, cette inculpation de Michel Katumbi? Non, c'est pour freiner ses ambitions présidentielles, et non seulement les freiner, les enterrer. Mais la RDC, c'est beaucoup plus compliqué. Chaque fois que vous me parlez de la RDC, oui, je pense à la réflexion de Frantz Fanon. C'est lui qui disait, la carte de l'Afrique ressemble à pas à la carte de l'Afrique, mais le Zaïre. Et la carte de l'Afrique, si vous les prenez, le Zaïre et la carte de l'Afrique. Alors, l'Afrique ressemble à un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre. Et effectivement, quand vous regardez la carte, vous verrez que Frantz Fanon a raison.
l'Afrique, la carte, ressemble à un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. C'est donc dire que, de façon prémonitoire, le destin de ce pays, de Moïse Tchombe jusqu'à nos jours, a été un destin particulièrement mouvementé. Mais enfin, aujourd'hui, c'est la dimension géopolitique qui est intéressante au Congo. Parce que Kabila, Katumbi ne sont que, si vous voulez, deux pantins. Derrière Kabila, vous avez l'Angola, vous avez le Zimbabwe. Derrière Kabila, vous avez la Chine qui est en train de piller toutes les ressources du Congo. Ce qui met en colère l'Occident. Et l'Occident aussi a son cheval de Troie, en l'occurrence Katumbi. Donc, chacun des deux cas est un joker. Et derrière Katumbi, vous avez la Belgique, vous avez la France, vous avez les États-Unis qui contrecarrent l'influence chinoise. Et vous avez le Rwanda, mais pour d'autres raisons qu'il serait fastidieux d'expliquer ici. Alors, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va vers un duel très sérieux. Et quand on connaît qui prendra le dessus dans ce mortal combat? Je ne sais pas si ça va être durable, mais le rapport de force est en faveur de Kabila. Parce que l'Angola est à côté. À tout moment, elle peut intervenir. Le Zimbabwe aussi peut envoyer ses troupes. Oui. Et ces deux pays-là sont déterminés. Oui. Voilà. Alors, je vous rappelle que c'est l'Angola qui a fait la décision dans la guerre civile au Congo-Brazzaville. Oui, on termine avec cette question. Il y a des scènes de violence inouïes en France même, je dirais, à cause de la loi El Khomri. Comment vous les voyez, ces scènes de violence? Bon, quelque part, c'est un signe de vitalité démocratique et aussi c'est un signe de savoir-faire policier. Vous voyez qu'en dépit de ça, il n'y a pas de mort d'homme. Oui. Et vous voyez comment la police française, elle est stoïque. Malgré la nervosité des jeunes, malgré les nuits debout interminables, malgré les provocations caractérisées, cette police, elle fait montre d'un savoir-faire extraordinaire. Oui. Ni carnage, rien du tout. Vous n'avez même pas de dragon là-bas. Ils sont tellement respectueux de leur population qu'ils n'utilisent pas le dragon contre les Français. Oui. Mais ici, vous voyez, ça, c'est des leçons aussi que nous devons assimiler. Babacar Justin Ndiaye, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, remercie, que madame. Vous êtes journaliste, analyste politique et vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Merci beaucoup, madame. Merci. Grand merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Merci au grand génie Alioune Badara Ndiaye. Grand merci à Oussa Hassan Diouf pour la coordination, sans oublier Ndella Amar. Excellente semaine à vous. Rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah.